Alors bonjour, bon après-midi, dernier après-midi de colloque, donc on va essayer de vous garder engagés. Vous allez voir, on n'a pas une présentation type PowerPoint pendant les 2 prochaines heures, c'est vraiment des ateliers qu'on va faire avec vous. Donc on compte sur vous, sur votre participation. On va parler analyse de risque machine, mais pas au sens classique. Vous allez le voir, vous avez eu plusieurs hints là, depuis hier sur l'analyse de risque. Donc, c'est vraiment notre focus. Ce n'est pas apprendre à faire une analyse de risque machine cet après-midi-là, mais c'est tout ce qui gravite alentour de ça. Je vais d'abord présenter la SFET. Pour ceux qui ne connaissent pas les associations sectorielles, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi une ASP? Qui peut me dire le nom de son ASP, si vous en avez? Oui, multiprévention. Construction, bien sûr. Donc, au Québec, il y a 9 ASP. On dessert des services, des secteurs spécifiques pour des services spécifiques. Donc, on est fondé, géré sous la loi sur la santé et sécurité qui permet à des regroupements patronaux et syndicaux de se regrouper et de faire des ASP. Avec la LMR-SST, dont on a parlé un petit peu ce matin avec Lisette, il y aura élargissement possible là, des entreprises qui auront des ASP. Donc, ça viendra dans les nombreux changements. On verra comment ça va se déployer. Donc, nous, on couvre tous les fabricants d'équipements de transport, donc tout ce qui flotte, roule ou vole, et tous les fabricants de machines. Donc, c'est pour ça qu'on a, entre autres, une expertise en sécurité des machines. C'est parce qu'on a les fabricants aussi dans notre secteur. Et les ASP, en fait, leurs services sont définis par la loi. On est des organismes à but non lucratif. On fait strictement de la prévention en santé et sécurité. Et les volets, c'est information, formation, recherche, documentation, assistance technique. Donc, on gravite là-dedans. Si vous cherchez un expert, si vous cherchez une formation, si vous cherchez des conseils pour votre CSS, appelez vos ASP. Si vous n'avez pas d'ASP, il y a des ASP qui font aussi du hors-secteur. Donc, vous pourriez avoir de l'expertise. Je suis accompagnée cet après-midi, comme Anne le mentionnait, de Normand, qui est expert machine, risque électrique, cadenassage et autres chez nous. Et on avait le droit des invités, alors on a amené des invités et on fait travailler la visite chez nous. Donc, on a Maëline Aguilera-Rivas, qui est conseillère en santé et sécurité chez nous, qui va aussi contribuer cet après-midi. Et il y a Sylvain à l'arrière, là, que vous allez voir circuler, qui est plus aux communications, qui va vous donner peut-être des petits in là, pendant les exercices. Ça va, on commence ça. La pause de l'après-midi devrait être après notre présentation, là, vers 3h moins quart dans ces eaux-là. On va commencer d'entrée de jeu par une énigme. On ne vous donnera pas la réponse tout de suite. Vous allez avoir tout le temps de notre présentation pour y réfléchir. Vous pouvez vous aider des présentations qu'il y a eu hier, mais aussi des discussions de ce matin. Là, on a tourné un peu alentour. On n'a pas posé cette question-là comme telle. Alors, je vous demande, est-ce que pour faire une analyse de risque, ça prend un ingénieur? Vous comprendrez qu'on prêche pour notre paroisse, Normand et moi, Maëline aussi, mais je vous pose la question at large, est-ce que ça prend un ingénieur? Donc, réfléchissez-y, puis on va revenir là-dessus tantôt. Voilà. Donc, ce n'est pas une surprise, les objectifs... Oups, pardon, ça va trop vite. OK. On y va. Voilà. OK. Donc, les objectifs, vous les avez vus sur l'invitation. J'y arrive dans 2 secondes. Je veux juste vous dire que dans le contexte dans lequel on veut présenter l'analyse de risque, la sécurité machine, la productivité accrue, on met de côté un peu les obligations réglementaires, les obligations législatives, le code criminel, toutes des choses avec lesquelles vous êtes familiers. Donc, le but, ce n'est pas de faire un lien direct entre l'obligation et on vise vraiment... pour que les gens aient moins mal, pour que les gens se fassent pas mal. Okay? Donc, c'est un peu ce qui est en arrière de notre pensée dans cette formation, dans cette conférence-là. Donc, sur l'invitation, vous aviez comment réaliser une analyse de risque par les bonnes personnes et de la bonne manière, et comment obtenir la collaboration entre les différents intervenants. Fait que ça, pour nous, ça va être le volet gens, le volet personnes. Fait qu'on va en parler dans un premier lieu. Le deuxième, comment intégrer les nouveaux risques machines. Parce que, bon, quand vous regardez une machine, il y a une pièce qui bouge, vous approchez de la pièce qui bouge, vous risquez de vous faire mal. C'est
compliqué, mais quand même assez simple. Si ça bouge, on va se faire mal, c'est la zone dangereuse. Mais il y a plus que ça. Quand on étudie les normes de conception de sécurité machine, on va avoir des concepts comme l'ergonomie, la vibration. Quand on fouille un peu plus loin, on va être capable de faire des liens avec des conférences comme on a eu ce matin sur les risques psychosociaux avec les machines, peut-être. Sur les troubles musculo-squelettiques, même chose, avec les machines, peut-être. Okay? Donc, on va revenir à ça, puis voir un peu c'est quoi le lien entre ces choses-là. On va parler, bon, on a parlé déjà. Voyons, Seigneur, il est sensible. OK. Sur la table, vous avez un paquet d'informations. Okay? Donc, vous avez un apron qui va servir au premier jeu. Okay? Donc, il est au bout de votre table, là. Si vous voulez le prendre, vous avez un crayon parce que vous aurez peut-être besoin d'écrire. Vous avez une enveloppe dans laquelle il y a le contenu pour 2 jeux, le premier et le troisième. Vous avez également un document qui vous explique comment... je ne l'ai plus ici. Un document avec une ampoule jaune. OK? Donc, ce document-là vous explique comment vous inscrire à l'application Kahoot. Ceux qui ne l'ont pas fait encore, vous avez le temps de le faire. On n'est pas là tout de suite. Vous vous inscrivez sans créer un compte. Vous installez l'application, ça vous dit comment faire. Et la petite ampoule, là, on va vous expliquer un peu en quoi ça consiste là, un petit peu plus tard. Donc, en fait, c'est un sondage, mais on va le ramasser à la toute fin. Il devrait y avoir un sondage par personne, un apron pour la table et des petits cartons là, qu'on va vous expliquer tantôt pour la table. C'est bon? Tout le monde a ça? OK. Je regarde, là, mais je ne vois pas. Donc, le premier volet, les gens. OK? Donc, c'est l'analyse de risque. On a vu tantôt une des questions je pense que c'est Caroline qui posait la question, qui s'apprend dans une analyse de risque pour les risques psychosociaux? Puis là, la réponse, c'est, bien, ça dépend. Okay? On ne veut pas être trop, on ne veut pas qu'il manque de monde, on veut être efficace, donc il faut choisir les bonnes personnes pour faire ça. Qui a un rôle à jouer? Quels sont les rôles à jouer dans cette analyse-là? Dans cette salle-là. Puis là, je ne parle pas des risques psychosociaux, je reviens à la machine. Comment on fait ça? Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que les gens qui ont un rôle connaissent leur rôle? Et dans un esprit de collaboration, cela dit, on va faire un petit quiz Kahoot tantôt sur la collaboration. Je veux juste vous mettre en parenthèse, ceux qui ont eu le temps de lire la Presse Plus ce matin, il y avait un bel article sur la collaboration. Ça a été écrit après mon Kahoot, fait qu'on pourra discuter là, si vous êtes d'accord ou pas avec les réponses qu'on vous propose. Donc, ça, c'est le premier volet pour les gens. Seigneur, ça va vite. Donc, on vous met tout de suite en action. Vous avez sur vos tables le napperon. Et sur le napperon, vous avez différents rôles qui sont là. C'est des rôles qu'on doit jouer pour faire de l'analyse de risque. Vous remarquerez que vous avez des libres qu'on a laissés là, volontairement. Il y a peut-être des rôles qu'on a oubliés quand on fait l'analyse de risque. Dans l'enveloppe, vous avez des petites cartes à jouer. Vous prenez les petites, vous en avez 2 jeux, là. Vous prenez les petites qui sont des fonctions, donc les titres de poste. J'ai des hygiénistes, j'ai des opérateurs, des ingénieurs, etc. Vous avez 2 sets complets, et la même chose sur le napperon, les rôles reviennent 2 fois. Vous avez là aussi des fonctions qui ont été laissées libres volontairement. Donc, c'est simplement un jeu d'association. Vous allez regarder ce que vous avez sur le napperon et qui devrait faire ça. Et si la personne n'est pas là, vous pensez qu'elle devrait jouer ce rôle-là, vous pouvez la compléter avec ceux qui ont été laissés libres. Et la même chose ici, s'il y a des étapes qui n'ont pas été mises dans l'analyse de risque, vous pouvez les ajouter. Fait que, par table, on vous laisse regarder ça et faire les associations, puis on va circuler si vous avez des questions. Peut-être juste aussi vous mentionner que le but de cet exercice-là, c'est de prendre conscience qu'une analyse de risque, ce n'est pas une personne, c'est multidisciplinaire. Puis, il va vous rester des cartons libres. On veut comprendre pourquoi. Pourquoi il vous en reste des cartons libres? Pourquoi il vous reste des cases libres? Fait que c'est de ça qu'on va discuter, parce que chaque réponse fois le nombre de tables, on n'y arrivera pas, là. Mais on veut vraiment avoir pourquoi il en reste, puis qu'est-ce qu'on fait avec eux autres. Oui, comment vous avez trouvé ça comme exercice? Facile? Pas facile? Qui d'entre vous n'avait jamais fait d'analyse de risque? Donc, on va lui pardonner. Mais pour tous les autres, c'est toutes des tâches, normalement, qui auraient dû être soulevées
pendant, avant, après, en parallèle à l'analyse de risque. Donc, je vais simplement me promener de table en table et vous demander, pour chacun des rôles, qui vous voyez faire ça, et vous avez le droit d'une table à l'autre de ne pas être d'accord. Donc, je vais commencer par ici. Préparation. Animateur de l'analyse de risque. Donc, qui fait la préparation. Êtes-vous d'accord? D'accord? Avez-vous d'autres personnes qui pourraient, ou d'autres titres de poste, qui pourraient être impliquées dans la préparation? Mais nous, on a plus vu comme l'équipe d'ingénieurs et chargés de projet, parce que C'est eux qui, on parlait qui génèrent les risques ce matin, les ingénieurs, assurément, hein, font partie de cette gang-là. ingénieurs chargés de projet, et nous, on avait mis eux là, dans notre cadre. OK, ingénieurs chargés de projet, parfait. Qui d'autre? On était généralistes, on a dit consultant santé sécurité corporate. Ah, on donne à l'externe, ils se débrouilleront avec ça. C'est une approche différente, mais ça fonctionne aussi. Représentant SST, c'est un bon point. Est-ce qu'on peut penser, selon si la machine, c'est une nouvelle machine qui est en construction, on veut faire une analyse de risque pendant la construction, pendant la conception, versus une machine qui existe déjà, qui est sur le plancher. Donc, les étapes de préparation, les gens impliqués vont peut-être varier. Hein. Préparation, une machine qui existe déjà. Il y a assurément superviseurs peut-être qui seraient impliqués là-dedans, les travailleurs, on va les préparer à ce qu'on s'en va faire. Il y a une réponse à droite, là-bas. Oh, excusez, oui? Moi, on a indiqué, en fait, le comité santé-sécurité, le comité paritaire santé-sécurité devrait être en charge de c'est peut-être mon biais syndical, mais de la préparation. Puis évidemment, quand je parle du comité santé-sécurité, c'est aussi de pouvoir s'adjoindre des gens, là, dépendamment justement, est-ce que c'est une nouvelle machine, un nouveau processus, est-ce que c'est l'adaptation d'une machine ou d'un procédé de travail qui est déjà en place. Mais pour moi, je reviens toujours au comité santé-sécurité, le comité paritaire, donc employeurs et travailleurs, qui devrait s'occuper de la préparation. C'est un bon point. Puis si on fait du pouce avec la discussion avec Lisette ce matin, là, avec la LMRSST, ceux qui n'ont pas de programme de prévention, qui vont cibler des actions à prendre, l'identification des risques, par quelle machine on commence, bien, le CSS peut me donner des petits hints là-dessus aussi. Rôle, prise de notes et documentation, la table juste en arrière. C'est là qu'on avait marqué l'animateur d'analyse de risque. Donc, qui d'autre prend des notes à part l'animateur? Secrétaire, hein? Et on s'est dit aussi stagiaire, peut-être qu'un stagiaire, ça fait peu. Ah. Et toute autre tâche connexe? Tout à fait. Donc, la prise de notes, là, on vous les a mis comme s'ils étaient en séquence, mais vous comprenez que la prise de notes, il y en a dans la préparation, préparer la documentation, par exemple. Il y en a pendant l'analyse, il peut y en avoir après, là, quand on ramasse tout ça, puis qu'on s'en va vers, par exemple, des soumissions pour la sécurité machine comme telle. Ensuite, le rôle expérience, tâche de production. La table en arrière, est-ce que vous avez mis consultant? Opérateur, tout à fait. Qui d'autre? On a ajouté les superviseurs. Bon point, hein? Donc, normalement, un superviseur devrait être près de son équipe de travail et donc va être impliqué aussi dans l'identification là, des tâches de production. On arrive aux tâches de maintenance. Hein? C'est une facile, mais est-ce qu'il y a d'autres mondes que les représentants de la maintenance? L'ingénierie, parce qu'on peut, dans certains cas, toucher au mécanisme comme tel de la machine. Superviseur, on l'inclut pour les opérateurs, est-ce qu'on l'inclut pour la maintenance aussi? Parce que tu es superviseur, que tu as une quelconque connaissance en mécanique non plus. Je me demandais si c'était possible. C'est un bon point. Qu'est-ce qui fait qu'on va inclure quelqu'un comme choix là, dans les rôles? Est-ce que c'est nécessairement par son expertise technique? Oui, ça peut être un élément, mais il va en avoir d'autres. Hein. Ça peut être un spécialiste là je vous donne un petit in pour les prochaines, là, mais un spécialiste de la méthode d'analyse,
Donc, je n'ai pas nécessairement les connaissances techniques, mais je prends quelqu'un pour guider là, cette analyse-là. Donc, il peut y avoir plusieurs critères qui vont faire que je vais inclure certains rôles plus que d'autres. Consulte les normes. Ça, c'était une bonne aussi. Consulte les normes. Vous diriez qui? Je vous pointe. Coordonnateur SST. Représentant en prévention. Il consulte quelles normes? Dépendamment de la machine. Ça peut être les normes aussi sur la méthode comme telle. Ça peut être des normes afférentes, tout dépendant des risques qu'on va avoir trouvés. Fait que consulter les normes peut arriver, comme je vous disais, on l'a mis en séquence ici, mais on aurait pu vous faire le jeu aussi de déplacer ces rôles-là et les placer dans le temps. Puis il y a des rôles qui reviennent à différents stades. Donc, consulter les normes, bien, ça peut être le représentant, mais ça pourrait être un ingénieur qui est impliqué dans la conception, ou la personne de maintenance qui est impliquée selon les règles de maintenance, ou une norme de cadenassage, par exemple. Mets à jour la grille d'inspection. Je vais aller table du fond. Représentant SST. Parce que souvent, le représentant SST, c'est lui comme le gestionnaire, le garant des procédures santé-sécurité. Ça peut être quelqu'un d'autre? Directeur de maintenance. Tout dépendant de quelle procédure on parle. Est-ce qu'on est une procédure d'opération, une procédure de maintenance? Qui d'autre? Ça pourrait-tu être mon superviseur qui met à jour les procédures dans ses grilles d'inspection dans son département? Oui, selon comment les rôles sont divisés, le niveau de prise en charge par département en termes de santé et sécurité, tout à fait. Assurer le suivi des actions. Au fond, complètement. Coordonnateur santé et sécurité, animateur d'analyse de risque. Avez-vous d'autres choses? L'ergonome. Chargé de projet, encore là, tout dépendant quel suivi j'ai à faire. J'ai-tu des suivis pour aller documenter, mettons, la grandeur du risque, ou c'est un suivi dans les sous-traitants ou que j'ai embauchés pour implanter les correctifs? Bien, je peux faire des suivis à différents niveaux, et ça peut être des personnes différentes qui font ces suivis-là. Débloquer les budgets. Tout le monde est d'accord? Ça, celui-là est assez unanime. On débloque des budgets pour quoi? On avait ajouté Cordo SST parce que ça prend quelqu'un pour pousser, puis répéter, puis demander, puis Dans les autres conférences qu'on a eues, on a entendu souvent que les personnes à SST étaient justement ceux qui réussissaient à faire débloquer des budgets parfois. Oui. Hein, les budgets, on a tendance à penser que c'est... ça part du top, puis là, ça percole vers le bas, mais des fois, c'est le bas qui pousse, qui réclame des choses et qui doit répéter pour aller tirer puis vendre en quelque part qu'on a besoin de faire ces analyses de risque-là. Donc, les budgets vont servir à quoi dans une analyse de risque? OK, le niveau, donc, au niveau des dispositifs de protection, les protecteurs qu'on va acheter. Bien, vers où qu'on va s'enligner selon le budget qu'on a, vers quelles mesures qu'on va appliquer pour les actions correctives. Pour les actions correctives, hein, souvent c'est dans la hiérarchie. On vise en bas, Max nous parlait, on visait en bas, tout ça. En bas, ben, c'est des petits budgets souvent, mais récurrents dans le temps, fait que ça paraît moins, on les étire sur des mois, des années. Plus haut, bien, on est plus efficace dans la hiérarchie, mais souvent, le chèque est plus gros. Donc, il faut défendre ce moyen-là. Puis, tout ce qu'on a dit avant, tous les gens qui sont impliqués, c'est de l'argent, ça aussi. Ce n'est pas le même genre de budget, mais ça me prend des ressources faire cette analyse de risque-là. Il faut que je dégage mes gens. Et ça aussi, des fois, il faut le défendre, parce qu'on a tendance à dire « Ah, je vais pas faire ça sur le coin de la table, vite, vite. Bon, OK, on a 1 heure.
Quand on le structure, bien, on s'aperçoit que ça prend du temps homme ou du temps femme là, pour faire ça. Pardon? Des fois, tu peux demander du budget aussi pour faire un audit avec un professionnel Oui. spécialiste. Débroussailler les choses au début, des situations plus complexes dans certains cas, ou donner le premier tour de roue pour partir les choses. Ajuster l'échéancier en fonction des mesures choisies. Chargé de projet. C'est-tu toujours le chargé de projet qui fait ça? Des fois, le chargé de projet se fait un peu tirer par les impératifs de production et autres. On en a sauté un, excusez. Oui. Expertise des normes SST. Très bon point. Très bonne animatrice. Oui. Selon l'analyse de risque, selon les risques que j'ai trouvés, effectivement, je vais avoir différentes expertises de normes. Ça va aller avec les normes que j'ai besoin de consulter aussi. Là. Vous aurez compris. Formation de l'équipe. Qui fait ça? Oui. En fait, vous venez de répondre à ma deuxième question qui était, on forme qui, pourquoi? Bien, on forme, avant l'analyse de risque, les gens qui vont contribuer à l'analyse de risque, on va les former sur l'analyse de risque qui s'en vient, mais par après, bien, il y a plein de choses qu'on a identifiées. On peut avoir modifié les grilles d'inspection, on a rajouté des dispositifs de sécurité, ça peut changer les façons d'utiliser la machine. Donc, il y a de la formation at large qui doit être faite là, selon le cas. Met à jour le programme de maintenance préventive. La maintenance. Quelqu'un d'autre? L'ingénieur. Souvent, il y a une boucle de rétroaction qui va être faite. Si vous produisez, vous faites des machines, vous en avez plusieurs, il y a un partage qui va se faire à ce niveau-là, la mise à jour du programme qui va être importante pour en bénéficier pour les autres. Est-ce qu'il y a des rôles que vous avez trouvés qui manquaient? La direction? Elle fait quoi, la direction? L'approbation des budgets. Bien, je vais dire quelque chose d'un peu simpliste, mais la direction, au-delà de donner le budget, donne aussi de la direction. Si je veux faire des analyses de risque, on doit mettre ça dans notre programme de prévention. J'aimerais ça que cette année qu'on en fasse 30. J'ai une équipe d'ingénieurs, puis c'est nulle part dans leur description de tâches ou dans leurs objectifs annuels. Bien, il y a un peu une incohérence là, dans le message. Donc, si ma direction, c'est « je veux qu'on priorise, qu'on fasse des analyses de risque », il faut que cette direction-là se répercute dans les actions quotidiennes. Donc, que ça se rende jusqu'à ceux qu'on vient de nommer, là, qui doivent être impliqués dans ça, qui doivent avoir ça à leur fonction à faire. Autre chose qu'on a oublié? Puis dans les acteurs là, qu'on vous avait donnés, là, il y en a-tu qui n'étaient pas là? On a parlé de la direction. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Superviseur, on l'a rajouté. Oui, on a rajouté les consultants tantôt. Est-ce que, je vais vous donner une petite colle, est-ce que l'inspecteur de la CNSST est là? Normalement, on espère que vos analyses de risque sont faites avant, donc si on est vraiment dans la prévention, on veut les faire avant. Pas que vous ne pouvez pas en faire après, mais c'est plus efficace, plus rentable en termes de prévention de les faire avant. J'ai oublié quelque chose? Les acheteurs. Les acheteurs, oui. Oui, vous avez fait quoi avec? Ils sont où, les acheteurs? Je n'ai pas entendu le mot acheteur. Au niveau de l'approvisionnement. Parce que nous, on l'a acheté dans les rôles à la fin, parce que on a rajouté des cases. OK. On a rajouté la case d'approvisionnement d'équipement. C'est dans le fond de l'approvisionnement, par exemple, nous, en ce moment, on a un enjeu que notre usine de colle, nos filles de colle,
Tout à fait. Puis d'en créer des risques. Créer des risques, on n'avait pas cette colonne-là, qui est d'avant la préparation, mais créer des risques, oui. Et les acheteurs, en fait, ils sont un peu partout. Quand on parle de formation, nous, on fait beaucoup de formation sur la sécurité des machines, entre autres pour des concepteurs, et on n'a jamais d'acheteurs. Mais les acheteurs, c'est eux autres qui rendent souvent les machines. On leur donne des commandes, mais si on ne leur donne pas des spécifications, si on ne leur explique pas l'impact de la sécurité, bien, quand ils vont négocier le prix, s'ils n'ont pas perçu que c'était important, ce volet-là, bien, ça va être un nice to have. Ça va être une option qu'on va être obligé de rattraper par la suite. Donc, les acheteurs, assurément, c'est une pièce clé. Avoir, je ne sais pas s'il y en a qui ont des programmes pour leurs acheteurs, des specs de sécurité machine. Quand la machine rentre, il y a certaines usines, je n'aimerais pas, mais qui ont des specs qui disent bien, ça prend au moins un bouton d'arrêt d'urgence dans cette onde-là, ça prend ce genre d'accès-là pour pouvoir, après ça, faire la maintenance, l'opération de ma machine de façon sécuritaire, puis que j'ai un certain standard une fois que la machine va être rentrée. Ça, c'est des acheteurs. Oui? Les fabricants de machines ne sont pas obligés de rendre la machine sécuritaire? Oui. C'est une bonne question. On est au Québec, effectivement. Il y a la réglementation Québec. Ça s'applique aux fabricants de machines, mais là, ça, c'est la réglementation québécoise. Il y a l'Ontario, le Canada, les États-Unis, la Chine. Et une fois que la machine, vous en avez pris possession, qui est responsable de cette machine-là? L'employeur, mais si on l'achète au Québec, ça devrait être... C'est un peu le même exercice que pour le CIMDUT. Le CIMDUT, on se dit, le fournisseur me livre un produit, il ne me donne pas la fiche, est dans une zone de quarantaine jusqu'à temps que j'ai la fiche. Les machines, bien, ils arrivent, ne sont pas conformes, on dit « Ah, j'en ai besoin pour la production ». Fait qu'il y a comme une dichotomie dans les façons dont on fait, mais oui, tout à fait. Mais là, si on pousse le raisonnement plus loin, il arrive un accident, c'est la faute à qui? La machine n'était pas conforme, mais ce n'est pas le fabricant qui l'a mis en production, c'est l'employeur. Après ça, l'employeur pourra toujours se retourner vers le fabricant et dire « il n'était pas conforme ». Mais là, s'il reste que l'accident est arrivé quand même. D'où l'importance à l'achat d'avoir des specs. Si c'est un achat d'une machine standard, mais si vous faites concevoir une machine, assurément que l'analyse de risque doit être faite dès l'étape de conception. Je suis curieux de savoir s'il y a d'autres gens qui ont ajouté le comité santé-sécurité dans vos petits cartons libres. Les participants? Parce que les participants peuvent être des opérateurs ou des gens de maintenance qui ne sont pas nécessairement dans le comité. Le comité a un rôle à jouer. Donc, c'est un très bon point d'avoir ajouté ça aussi. Que ce soit le CSS ou le nouveau représentant santé-sécurité ou votre représentant en prévention là, que vous aviez avant, il y avait un rôle défini dans la loi en termes d'identification des risques. Donc, on s'attend à ce qu'il contribue là, au moins de façon macro à l'analyse de risque. Donc, c'est un joueur aussi qui est là, qu'il faut y définir son rôle comme le CSS. C'est quoi le niveau d'implication? Quand on parle du mandat du CSS, c'est quelque chose qui doit être défini. CSS, il fait quoi? Est-ce qu'il regarde les analyses de risque dans l'ensemble? Il contribue au plan de priorisation? Il est hands-on? Puis là, ça va dépendre de votre CSS, ça va dépendre de la structure santé-sécurité que vous avez pour appuyer ce CSS-là à mettre en place. C'est bon? Bon? Nos pistes de solutions? Oui, pistes de solutions à réfléchir. Bien, c'est sûr que tous les acteurs en matière de santé-sécurité ne vont pas participer nécessairement à l'analyse de risque comme telle. Tous ceux qu'on a nommés, il y en a qui participent avant, plus en préparation. Il y en a qui sont plus en aval, donc les retombées vont leur appartenir, puis ils vont participer à ça. Mais il y en a des choses qui vont se faire dans l'analyse de risque plus de façon parallèle. Bon, je te donne un petit bout, tu peux aller chercher la norme pendant que moi je cherche d'autres choses. Mais il y a assurément un moment donné où on va s'asseoir alentour d'une table, puis on va faire l'analyse de risque. Donc, cette partie-là. Et là, il y en a qui ont essayé de mettre tout le monde dans toutes les étapes. Ça vous faisait combien de personnes impliquées dans ce processus-là? Est-ce qu'ils vont être tous alentour de la table pour faire vraiment la partie analyse? C'est à 10, 12 personnes, 15, est-ce que ça va bien? On va parler de collaboration tantôt, là.
Oui, on veut tous collaborer ensemble, mais des fois, à 15, la collaboration est un petit peu plus difficile. Donc ça, c'est à garder en tête. C'est assurément l'affaire de tous. On ne veut pas que ça se retrouve que c'est la personne responsable en santé et sécurité qui porte tout ça, toutes ces tâches-là sur son dos, qu'elle doit tirer après tout le monde pour aller, tu m'as-tu sorti la norme, t'as-tu regardé ça, t'as-tu regardé ça? Elle n'en viendra jamais à bout. Donc, il y a moyen de mettre en place des processus. Une autre chose qui est importante aussi, c'est de connaître son rôle. Vous voyez qu'il y a beaucoup de petits bouts à faire. Si moi, je pense que c'est pas à moi à faire ça, puis que l'autre, il pense que c'est à moi, bien là, à un moment donné, il y a des tâches qui ne seront pas faites. Donc ça, c'est définir, c'est qui fait quoi, jusqu'où on amène ça, ce dossier-là. Il faut que la personne à qui je donne cette tâche-là en ait les moyens, mais les moyens en termes d'argent, mais en termes de temps, puis en termes de connaissances. Donc, il faut pallier aux trois, le prévoir. Si je reprends mon exemple de tantôt, direction qui dit 30 analyses de risque cette année, j'ai un département de génie conception, c'est le fun, ils ont été formés d'une analyse de risque. Donc, on commence par là. Est-ce qu'ils connaissent la méthode? Ils utilisent toute la méthode? Donc, c'est concerté. Donc, avoir les moyens, ça fait partie de ça. Assumer. Bien, quand j'ai les moyens, j'ai le temps pour faire les choses, normalement, ça facilite que j'assume mes responsabilités et je suis moins, je vais utiliser le mot mal à l'aise, je suis moins mal à l'aise pour être imputable parce que j'ai eu le temps de faire une bonne job, entre guillemets. Donc, l'imputabilité est plus facile à assumer à ce moment-là parce que j'ai eu le temps, les ressources, les connaissances pour faire mon analyse de risque. Et comme je disais, on définit les rôles, on les définit où? Vous allez afficher une liste sur le babillard qui dit, lui, maintenance, fait ça, là, fait ça. Ben non, ça fait partie de vos programmes, vos procédures, etc. Les programmes de gestion en santé et sécurité, c'est pour ça. Ça vient définir un peu les balises, qui fait quoi, qui amène quoi, où. Donc, vous allez greffer ça à vos programmes. Il va y en avoir certains qui ont besoin de formation spécifique, donc vous allez travailler là-dessus aussi. Et comme je disais, bien, si je considère que c'est important l'analyse de risque, ça va être intégré aussi jusque dans les évaluations, les revues du programme. Est-ce que mes analyses ont été faites? Est-ce qu'elles documentent les changements, par exemple, à une machine que j'ai faite? Je peux-tu faire aller en recul puis dire, bien, oui, l'analyse a été faite, les règles ont été suivies, etc. Question? C'est bon? On va aller à la prochaine. Oui. Donc, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de monde. Tout ce monde-là doit travailler ensemble, pas toujours dans la même pièce. Fait qu'on va faire appel à un beau concept qui est la collaboration. C'est le caout. OK? Donc, je vais partir le caout. Ceux qui ont mis leur application, vous allez avoir un numéro à rentrer. Ceux qui ne sont pas convaincus, on a des prix. Il va y avoir 3 personnes qui vont gagner, la première, la deuxième et la troisième. La première va choisir la première, le prix qu'elle veut. Et la deuxième, vous êtes capable de deviner la suite. Regardez ce qui est écrit en bas de l'écran. OK? Donc, on essaye d'utiliser les ressources qu'on peut. Donc, on a été voir sur ChatGPT pour essayer de trouver quel genre de questions on pouvait trouver sur les avantages de la collaboration quand on fait une analyse de risque. Les réponses sont un peu le résultat de peut-être un choix éditorial là-dedans. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord 100% avec la réponse. Fait que je vais vous les justifier, les réponses. Fait que si jamais vous n'avez pas gagné parce que vous n'étiez pas d'accord avec mes réponses, vous pourrez m'en vouloir. Mon numéro de téléphone est disponible à la compagnie. Il n'y a aucun problème. Donc, est-ce que tout le monde est prêt pour le caout? Oui? OK. On va y aller. Donc, OK, on est correct pour le caout. Le numéro 934-7424. 934-7424. Et là, vous nommez un nom que seul vous connaissez, mais si vous gagnez, on va tous vous connaître. Non, mais si vous perdez, vous restez anonyme. Oh, Madame COVID. Qui porte un masque? Ah oui, OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, OK, on y va. 16, 17,
C'est bon? C'est beau. Les autres, j'imagine qu'ils ne veulent pas gagner le magnifique prix. 18. On y va. Donc, première question dans 3, 2, 1. Comment la collaboration peut-elle augmenter la productivité d'une analyse de risque? Est-ce que c'est par la répartition des tâches, échange de connaissances, augmentation de l'engagement, par la délégation et le suivi des activités? La productivité, ce n'est pas un concept lié à l'analyse de risque, ou c'est beaucoup plus productif quand je fais l'analyse de risque tout seul? Donc, j'ai 10 réponses qui... la réponse était la bonne. Il y a 10 personnes qui ont nommé la bonne. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas répondu? Hein? J'ai 18 personnes inscrites. Ah oui, ça s'en vient? On a bossé le réseau. OK. Steph, Sourire, VH, Syl et Mamili, vous êtes les 5 premières personnes. Donc, dans le fond, si on revient, là, les choix de réponse disparaissent, c'est pour ça que je les ai. Donc, si on regarde un peu la répartition des tâches, l'échange de connaissances et l'augmentation de l'engagement, bien ça, nous, on considère que ça fait partie de l'augmentation de la productivité. Les gens qui disent « Moi, j'aime mieux faire une analyse de risque tout seul », c'est vrai qu'on perd moins de temps tout seul, mais on n'atteindra pas les résultats qu'on veut, on ne connaîtra pas tous les risques, à moins d'être l'homme orchestre là, ou la femme orchestre, on n'y arrivera pas. Et la productivité n'est pas un concept lié à l'analyse de risque. Bien, dans le fond, on veut la santé-sécurité, mais si on passe une semaine pour analyser une machine, on a 1000 machines à faire, bien, ça va prendre 1000 semaines pour réaliser notre parc de machines. Je pense qu'il y a lieu de se poser des questions. Est-ce qu'on est efficace? Puis, dans le fond, les résultats qu'on obtient dans le temps qu'on a investi, bien, on parlait de 80-20 ce matin, là, donc on veut vraiment y aller avec le maximum de productivité pour être efficace dans le rendement de notre analyse. Deuxième question, j'espère que ça va aller mieux. L'échange d'informations est favorisé dans un contexte de collaboration. Cochez la réponse applicable. Bien, on peut utiliser le courriel ou le chat dans Teams si les gens ne sont pas là. Il est préférable de partager seulement l'information pertinente. La transparence et la communication en temps réel sont favorisées. 16, 17, 18 réponses, ça va mieux. On est à 17. OK, ça a mieux été. Oh, la plupart du monde est dans la transparence. Il est préférable de partager seulement l'information pertinente. Ben Magique, ce matin, disait, regardez, quand on a des résultats positifs, on les célèbre ensemble. Quand on a des résultats qui sont moins positifs, on en parle ensemble puis on apprend ensemble. Mais je pense que la transparence, c'est quelque chose que les gens vont apprécier. Puis quand on veut bâtir sur le long terme, bien, l'exemple de ce matin, là, je vous avais dit que je vous citerais. Là. Donc, l'exemple de ce matin, pour moi, c'est un bel exemple que même quand ça ne va pas bien, il faut le dire. Parce que les gens à qui on parle, bien, qu'on veut convaincre éventuellement d'adhérer à un changement, bien, ces gens-là, si on a confiance, ça va mieux. Oui? OK, c'est bon. Personne ne m'obstine encore sur les réponses, ça va. Donc, Steph, Sourire, Frankie, Casavaro, Marie. Troisième question. Afin de stimuler l'innovation dans un contexte d'analyse de risque, quel serait le facteur le plus important? La connaissance du sujet, les diplômes, les années d'expérience, puis la confiance envers le reste de l'équipe, le safe zone. Donc, allez-y, 15 réponses, 16 réponses, 15, qui dit mieux? 16, 17. Oh, j'en ai qui vont avec la connaissance du sujet et j'ai la confiance envers le reste de l'équipe. Andréane, ce matin, parlait de place de confiance. Okay? Moi, j'ai traduit ça avec safe zone. Tu peux avoir la personne qui est la plus connaissante sur Terre, tu peux avoir un génie, mais si cette personne-là est gênée de parler, on ne saura jamais ce que cette personne-là pense. Donc, ça va être très difficile d'avancer si on n'a pas ça. Si on est capable de rendre les gens dans une zone de confiance, bien, sachez que l'avantage dans l'analyse de risque, parce que oui, on a besoin d'innovation. Hein, on n'arrive pas à... Les robots qu'on a vus ce matin, les robots collaborateurs, tout ça, c'est de l'innovation. L'exosquelette, c'est de l'innovation. Fait que si on veut être capable de proposer des idées, il ne faut pas se faire sentir jugé.
Puis souvent, c'est les idées qui ont l'air saugrenues au départ qui mènent à des résultats qui sont vraiment surprenants. Ceux qui ont fait des analyses de risque, bien, vous savez de quoi je parle. Donc, j'ai Sourire encore, Casavaro, VH, c'est la sauce sucrée, ça. Frankie et Steph. On continue. La collaboration permet de les erreurs minimiser, n'a pas d'impact sur le taux d'erreur, éliminer, optimiser les erreurs. Qu'est-ce qui est drôle? Ah, OK, donc on va voir la réponse. On va voir la réponse de celui qui a pesé trop vite. OK, peu importe. Minimiser, effectivement, vous éliminerez, vous ne serez jamais capable d'éliminer les erreurs. Il faut se donner le droit à l'erreur. Il y a des erreurs qui sont plus coûteuses que d'autres, mais on ne veut pas que l'erreur mène à un accident, on ne veut pas que l'erreur mène à un puits profond là, de dépenses, mais on va en faire des erreurs, c'est sûr. Optimiser les erreurs, je trouvais ça étrange comme terme, je l'ai laissé là pareil. Puis minimiser les erreurs, dans le fond, c'est ce qu'on veut. Puis on veut apprendre. On se laisse le droit de faire des erreurs, puis on se laisse le droit d'apprendre sur ces erreurs-là. Suite à ces erreurs-là. Oh, Frankie est en feu, donc vient de remonter. Sourire est en tête, VH, Steph et Madame COVID qui revient. 5. La diversité des compétences permet de stimuler l'innovation et favoriser l'apprentissage en continu, faciliter l'échange d'informations, faciliter l'apprentissage en continu et réduire les coûts. Je vous parle de la diversité des compétences. Une seconde. Donc, nous, ce qu'on cherchait comme réponse, c'était stimuler l'innovation et favoriser l'apprentissage en continu. Je suis dans un groupe, ma spécialité, c'est la maintenance, puis il y a quelqu'un qui est aux opérations. Bien, peut-être que la personne aux opérations va m'apprendre ce qu'elle fait, puis peut-être que quand je vais vouloir installer un garde en quelque part ou un protecteur fixe, puis pour éviter que cette personne-là, ça lui nuise, donc je vais comprendre, je vais apprendre. Puis ça peut être aussi simple que ça, mais ça pourrait être des choses plus complexes ou dans un contexte. Une des dernières formations d'analyse de risque où j'étais, en posant des questions saugrenues, j'ai toute la table qui dit, bien voyons donc, on ne fait jamais ça, sauf le gars qui doit faire la job et qui dit, c'est comme ça qu'on le fait. Fait que tous les gens ont appris que cette façon de faire-là était la façon de faire. Puis là, bien, entre eux autres, ils ont dit, bien là, il y a peut-être une façon de faire mieux. Donc, l'apprentissage en continu est vraiment favorisé dans un cas comme ça. Puis je pense que la plupart du monde avait topé oui. On continue. Sourire, Frankie, VH, Steph et Madame COVID. 4 joueurs ont donné la bonne réponse. Il y en a plus que 4. OK, 4 joueurs ont donné 4 bonnes réponses, pardon. 6e question, encourager l'ouverture et la transparence, l'inclusion et l'écoute active. Hein, ce n'est pas un rêve, ça existe. Assure une responsabilité partagée et permet surtout de stimuler l'innovation. Responsabilité partagée et permet surtout de renforcer la confiance. Responsabilité partagée et permet surtout d'augmenter la productivité. Même chose, responsabilité partagée et permet surtout d'améliorer l'apprentissage. Donc, vous choisissez en grande majorité la bonne réponse. Donc, on parle d'inclusion, transparence, écoute active. Tantôt, je parlais de safe zone, je parlais de confiance. Les mêmes arguments pour la confiance tombent là-dedans. Je suis loin de l'analyse de risque, hein? Je suis loin de la machine, hein? Mais pas tant que ça. Quand vous êtes dans une salle puis vous faites une analyse de risque, la personne qui vous montre son projet, okay, cette personne-là, c'est son bébé. Elle a fait attention, elle a pensé à tout. Il n'y a rien qui cloche dans sa tête. Et le rôle des 2, 3, 4, 5 ou 25 là, personnes que vous avez choisies pour être autour de la table, leur rôle, c'est de trouver ce que cette personne-là a oublié. Fait que quand la confiance est là, c'est beaucoup plus facile de trouver justement ces choses-là qui auraient pu être oubliées. Sourire, Madame COVID en feu aussi, Frankie, VH et Steph. On continue. Vrai ou faux? L'équipe de rêve d'une analyse de risque contribue à encourager le paritarisme. Cette question-là, on s'en sert pour passer des messages. Donc, la réponse, j'espère que ça va être la même réponse pour tout le monde. OK. Ah, j'ai des faux. Donc, l'équipe de rêve d'une analyse de risque va être constituée de qui?
Vous l'avez dit tantôt, il y a des opérateurs, il y a des membres du comité santé-sécurité, il y a des gens de la direction ou des superviseurs. Donc, on est dans un contexte de collaboration, dans un contexte, je suis dans l'équipe de rêve, là, c'est sûr qu'on ne veut pas qu'il y ait de friction. Donc, le but, c'est que le paritarisme, qui est un peu notre raison d'être à nous, les ASP, bien, ça soit favorisé par ça, puis j'y crois que c'est favorisé par ça, puis je vais plus loin. Si vous êtes dans un contexte d'analyse de risque qui ne favorise pas le paritarisme, les chances que ça fonctionne bien sont très faibles. Personne ne m'a lancé de tomate. Sourire, Mme COVID, Steph, Zaza, oh, nouveau, Frankie. Et c'est là qu'on va départir, pas tout de suite. L'analyse de risque est un outil de formation pour les membres de l'équipe d'analyse de risque, pour le personnel affecté aux opérations et à la maintenance, pour la direction, pour les clients, si on vend des machines, ou toutes ces réponses. Donc, ceux qui achètent des machines, placez-vous dans les souliers de l'acheteur. Ceux qui vendent des machines, mettez-vous dans les souliers du vendeur. Donc, toutes ces réponses, effectivement. Donc, quand vous avez une analyse de risque, ce qui ressort de ça, c'est un document qui devrait être vivant. Okay? Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle de vie de l'appareil, on va engager des nouvelles personnes, il va se passer des incidents, il va se passer des quasi-accidents, des situations dangereuses, on va mettre à jour la machine, on va mettre à jour l'analyse de risque. Et ça, c'est des outils de formation qui sont incroyables. Une bonne analyse de risque peut même servir quand j'ai besoin de former une nouvelle personne qui travaille dans une tâche sur une machine. On a fait une analyse de risque. Viens, regarde c'est quoi les risques, c'est quoi les mesures de prévention. S'il manque quelque chose, là, bien, tu vas être mieux placé pour m'aider après ou t'aider ou nous aider à rendre ça plus sécuritaire. Dernière question. Sourire en feu, Mme COVID qui est passée de 5 à 2. Steph, Zaza et Frankie. 9e et dernière question. Après ça, je vais avoir besoin de quelqu'un pour distribuer le sac de cadeaux. Donc, plusieurs réponses dans un contexte d'analyse de risque. La collaboration permet d'augmenter la productivité et stimuler l'innovation, faciliter l'échange d'informations, améliorer la qualité du travail, minimiser les erreurs, favoriser l'apprentissage en continu, optimiser le temps de travail, renforcer la confiance et favoriser le paritarisme. Il n'y a pas toutes ces réponses ici? Ah, vous les avez toutes cochées. C'est ça qui était toutes ces réponses. Donc, effectivement, ça, c'est la partie lavage de cerveau à la fin. Donc, on a, j'espère, convenu avec les questions précédentes qu'il y a des avantages à favoriser la collaboration. On a vu quel genre de personnes sont impliquées dans l'analyse de risque, ceux qui sont dans la pièce, ceux qui sont à l'extérieur de la pièce, ceux qui permettent aux gens d'être dans la pièce et d'avoir le temps qu'il faut. Donc, tout ça, ça vient aider. Mais ça, cette dernière phrase-là, c'est pas ça que vous voulez savoir. Vous voulez savoir qui a gagné. Podium. Numéro 3, Zaza. Numéro 2, Madame COVID. Et numéro 1, attention, musique. Sourire. Qui est sourire? Sourire derrière. On a des beaux T-shirts, grandeur femme, grandeur homme. On a une casquette avec l'été qui s'en vient et on a un grattoir parce que l'hiver va revenir. Donc, vous pouvez choisir. Vous comprenez qu'on jouait pour l'honneur, là, c'est juste pour le plaisir. Moi, c'est ce que j'aurais pris aussi. OK, Madame COVID. La casquette, tout à fait. Et le sac. Et très beau sac aussi, je peux faire tirer. Zaza. J'ai homme ou femme? J'imagine femme, hein? Non genré, s'il vous plaît. Non genré. OK. Donc, au niveau de la collaboration, ceux qui ont lu la Presse Plus ce matin, on disait, faites attention à la collaboration. Il y a des gens qui veulent collaborer dans tout. Okay? Donc, si vous ne l'avez pas lu, puis vous le lisez ce soir, puis vous lisez juste le titre, moi, je parle de la collaboration dans un contexte organisationnel, dans un contexte de travail d'équipe. L'autre, c'est quand je suis monsieur, madame, collaboration à tout, bien, on finit par se noyer. Donc, il faut être prudent. Fait que c'est deux choses différentes. Là. Je ne voudrais pas que vous disiez que parce que c'est écrit dans le journal, il y a plus raison que moi. Là. Donc, c'est ça. Question sur le caout? Ça va? OK. Donc, on repart.
parti. Voilà. OK, donc le volet 1, qui était le volet personne, on a couvert un peu qu'est-ce qui était les bonnes pratiques, qu'est-ce qui était la meilleure idée pour avoir des gens, qui fait quoi. Ce n'est pas facile, on en a parlé avant dîner, on en a parlé après. Vous avez discuté entre vous, ce n'est pas quelque chose qui est très... il n'y a pas de ligne directrice qui dit c'est comme ça que ça marche. Chaque organisation a ses propres réalités, puis il faut tenir compte de ça. Maintenant, au niveau ergonomie et risque émergent, dans le fond, au niveau de la machine, comme je vous dis, la zone dangereuse qui bouge, je ne m'en vais pas là. Okay? On pourrait faire des formations, des présentations qui durent des heures et des heures là-dessus. On va vraiment y aller sur comment je peux concevoir une machine pour tenir compte de ces facteurs de risque émergents-là. Et quels sont-ils, ces facteurs de risque émergents-là? En fait, là, je vais m'en aller dans des terrains qui ont déjà été discutés hier et aujourd'hui. Puis je vais vous dire sur quelle base je me suis placé pour pouvoir parler de ça. Donc, en fait, je vais vous parler dans son ensemble de l'ergonomie. L'ergonomie n'apparaît pas là. Je vais vous montrer une définition du grand dictionnaire terminologique. Je ne l'ai pas mis dans une sphère qui est là. Par contre, il y a des liens entre le risque psychosocial ou les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques et les machines elles-mêmes. Okay? Puis ça, on va baser aussi ces commentaires-là d'une étude de l'INSPQ là, qui va apparaître au bas. Vous pouvez nous contacter si vous en avez besoin. C'est disponible sur Internet. Donc, j'y vais d'abord avec la définition d'ergonomie. Donc, du grand dictionnaire terminologique, c'est quoi? C'est une discipline scientifique qui s'intéresse aux interactions entre les personnes et les autres éléments d'un système, c'est assez large un système, afin d'optimiser le bien-être, on a entendu parler souvent ce matin, le bien-être, et la santé-sécurité de celle-ci, donc les personnes et les éléments du système, les personnes en fait, ainsi que le rendement du système dans son ensemble. Okay? Donc, les commentaires qui vont suivre sont vraiment par rapport à ces mots-là qui sont soulignés, soit bien-être, santé-sécurité, rendement du système, son ensemble. On ne peut pas se cacher là. On ne veut pas que nos gens se blessent, puis on veut rester en business. Donc, le produit qu'on vend, il faut que ce soit le bon produit au bon prix, avec 0 personne qui se blesse comme prérequis en partant. Les conséquences, si ce n'est pas fait comme il faut, bien, c'est le contraire de ce qui est là, okay? Notamment l'apparition des TMS. Donc, je pourrais commencer là, dans n'importe quel ordre. Je vais commencer avec le risque psychosocial. Donc, dans l'étude qui est l'enquête québécoise des conditions de travail, d'emploi et de santé et sécurité du travail, qui est une étude qui date peut-être d'une quinzaine d'années. En fait, les données datent d'une quinzaine d'années. La date de l'étude, je ne m'en souviens plus. On a une liste de facteurs, une liste de risques psychosociaux. On a extrait de cette étude-là les 5 que vous voyez à l'écran. Okay, qui, selon nous, font un lien avec la machine directement. Fait que là, il y a un petit choix éditorial ici. La charge mentale. On parlait de Kaizen ce matin. Okay, donc, moi, j'ai travaillé longtemps en industrie et, par exemple, on a une ligne d'emballage de bouteilles de médicaments. J'ai 4 personnes qui travaillent sur cette ligne-là. On fait un Kaizen, on élimine toutes les tâches à valeur non ajoutées et on arrive avec 2 personnes pour opérer la même ligne, qui part d'ici, la ligne d'emballage, et qui finit de l'autre côté du rideau. Quand ça va bien, ça va bien. On a éliminé toutes les tâches à valeur non ajoutée. Quand ça va moins bien, bien là, il y a une charge mentale qui arrive au niveau des gens parce que là, je dois m'en aller là-bas pour débloquer la machine. Puis même des fois, dans certains cas, au bout là-bas, c'est dans une salle propre qu'on appelle, là, donc toute vitrée. Pour rentrer de l'autre côté, j'ai besoin de m'habiller, de me laver les mains, de me mettre un bonnet. Donc tout ça, ça devient compliqué. La charge mentale devient plus grande à ce moment-là, peut devenir plus grande. Donc, j'ai une machine, j'ai fait mon activité et je suis dans cette situation-là. La latitude décisionnelle. Okay, donc, qui décide? Quand je fais une machine, qui décide? Il y a une machine qui roule, qui décide comment on va opérer la machine? Je dois alimenter la machine. Qui décide? Bien, c'est la machine qui décide. Moi, je dois l'alimenter. Si je ne l'alimente pas assez vite, elle ne va pas aller assez vite, puis ou elle va briser. Donc, on parlait tantôt de robots collaboratifs qui vont pas assez vite. Donc, qui va décider en quelque part, c'est la machine. Je n'ai pas beaucoup de choix en tant qu'opérateur. Puis ça, bien, ça diminue. Ça peut augmenter mon facteur de stress, mes risques psychosociaux. Tout ça lié à la machine. Tension au travail. Okay? Là aussi, tension au travail, on a des cas où on amène un opérateur devant une machine. On lui dit, il ne faut jamais que la lumière s'allume. Si la lumière s'allume, il y a un problème. Okay? J'ai déjà vu une opératrice, on lui a dit,
Ça, c'est la machine, elle emballe les bouteilles, il y a un convoyeur qui passe, il ne faut pas que tu payes sur le e-stop. Si tu payes sur le e-stop, la machine elle va briser. Mais le jour où le sarrau de l'opératrice a pris dans le convoyeur, là, mais elle ne voulait pas appuyer sur le e-stop. OK? Donc, il y avait une tension, on ne connaît pas l'équipement, on n'est pas trop sûr. Je vais aller un petit peu plus loin encore. Là, je vais faire, vous savez, un ingénieur qui joue au psychologue, c'est jamais bon. Mais dans ma famille, j'ai quelqu'un qui est opérateur de machinerie lourde. Il a 24 ans. Il travaille très bien que dans sa compagnie, ça va super bien, il est reconnu, tout va bien. Il est reconnu au point où, quand la compagnie achète des nouveaux équipements, c'est le premier à aller choisir sa pelle. Donc, il y a 3 pelles dans le stationnement. C'est lui qui va choisir la pelle pour le prochain chantier. Sauf que celui qui est plus âgé en arrière, qui le regarde, là, ben, lui, je l'entends d'ici, je l'entends encore crier. Là. Il y a une tension juste au niveau de la machine. Donc, ça, c'est un exemple de machinerie lourde, mais vous pourriez avoir une machine dans un établissement qui va moins bien. Et là, ben, je dois travailler toujours sur celle qui va moins bien. C'est déprimant, c'est décourageant. Donc, au niveau du stress, je peux en avoir plus. Avoir les moyens pour faire un travail de qualité. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont eu des problèmes de réseau informatique à la maison. Puis, vous avez une rencontre Teams très importante ou un problème d'ordinateur. Et ou vous suspectez un problème d'ordinateur, ou ils vendent dehors, il y a du verglas, puis vous pensez que vous allez perdre l'électricité. Vous n'avez pas un équipement fiable. Le niveau de stress augmente, le risque psychosocial augmente. Et le dernier, c'est la possibilité de modifier la cadence. Bien, encore une fois, qui dicte la cadence? C'est souvent plus la machine que l'être humain. OK? Donc, quand je ne peux pas changer la cadence de la machine. Il y a dans la même étude, on compte, on regarde quel est le niveau de stress si j'ai le droit de faire des appels personnels. Donc, si je peux aller à la salle de bain quand j'en ai besoin ou sinon, il faut que j'attende à la pause. Donc, tous ces changements de cadence-là qui sont non permis parce que je dois suivre la machine, bien là, à ce moment-là, ça peut augmenter mon niveau de risque, de facteur de risque psychosocial. Ça fait quoi? On l'a vu ce matin, je peux avoir des problèmes. La pire situation, on a parlé du suicide. Okay? Donc, ça peut aller plus loin que le suicide. Ça pourrait être quelqu'un qui s'achète un fusil et qui saute une coche. Donc, il peut y avoir des situations qui sont entre les 2 oreilles, au niveau du cœur. Ce n'est pas mon expertise, je ne m'en vais pas là. Par contre, la même étude va rapporter un effet direct des troubles musculo-squelettiques avec le risque ou le facteur de détresse chez les gens. Donc, à droite, ce que vous voyez, le micro a bougé. Donc, selon la profession qui est manuelle, mixte ou non manuelle, homme, femme, tout le monde, donc on voit que l'occurrence du... Ça marche-tu bien? Oui? OK. Donc, on voit que l'occurrence des troubles musculo-squelettiques est de l'ordre de, disons, en moyenne, là, 22, 26 24 pour les gens qui ont un travail manuel. Là, je regarde, c'est une enquête qui a eu lieu en 2007-2008. Donc, aujourd'hui, 15 ans après, les non-manuels, on pourrait dire qu'on est assis beaucoup plus longtemps, qu'on a beaucoup plus de... Donc, ces chiffres-là, je les remettrai en perspective, mais prenons-les comme ils sont. Quand j'ai un travail normal, je suis dans une situation normale, j'ai des taux d'occurrence de troubles musculo-squelettiques comme du côté droit. Du côté droit, c'est ça. Et du côté gauche, si j'ai un niveau de détresse psychologique plus important, bien là, je vais me retrouver, regardez les cotes. Ça a bougé. Regardez les cotes, ça va de 22,7 à 31,5. Donc, j'ai près de 10 de plus d'occurrence chez les hommes. Chez les femmes, je passe de 28,4 à 45 OK? Donc, j'ai un autre 12-15 de plus, 17 en fait, d'occurrence de troubles musculo-squelettiques lorsque j'ai un risque psychosocial. Donc, si ma machine engendre un risque psychosocial, il y a des chances qu'elle engendre aussi des troubles musculo-squelettiques avec. Ça, vous l'avez vu, c'est quoi? C'est les douleurs aux parties du corps. Ça peut causer l'absentéisme, les gens manquent, le présentéisme, on en a parlé ce matin, l'usure à long terme. J'ai mis les analgésiques en rouge parce que, de mémoire, quand j'étais en usine, je ne suis pas sûr qu'il y avait un marché noir des Tylenol qui se faisait, parce que ça se vend à la pharmacie, mais il y avait une utilisation intense des analgésiques, tablettes, chez les gens qui travaillaient. Posez-vous la question, peut-être que vous en prenez quand vous allez au travail, vous avez peut-être mal dans le dos, mal à l'épaule, mal au coude. Donc, les analgésiques, c'est quand même, on ne le voit pas, là,
parce qu'il y a peu de réclamations qui sont faites à cause de ça, mais il y a quand même une utilisation. Et dans la même étude, on compte on fait des statistiques sur cette utilisation-là d'analgésiques. Maintenant, pour la machine, bien, quand j'installe une machine, je n'ai pas juste les facteurs, les troubles ou les risques ergonomiques et des risques psychosociaux. Je peux avoir d'autres risques qui vont survenir, comme par exemple le bruit. J'ai une machine au laser pour décaper mes surfaces. Je peux avoir des émissions de contaminants. Je peux avoir des radiations. Je peux avoir des champs électromagnétiques. Il y a plein de risques qui doivent être considérés quand je fais mon analyse de risque. Comment je fais pour ne pas en oublier? Bien, il existe des normes. Puis ces normes-là, on parlait de normes tantôt là, dans la liste. Donc, il existe des normes et ces normes-là vont voir la plupart de ces risques-là. Le facteur de stress, on commence à le voir là, dans les normes techniques de sécurité machine, mais pas tant. L'ergonomie est là, par contre. L'ergonomie tend sur l'élimination, la réduction, la prévention des troubles musculo-squelettiques, mais pas au niveau des risques psychosociaux. Pardon. Donc, quand je veux concevoir ma machine, si j'ai... en fait, je veux considérer les facteurs de prévention que j'ai besoin de faire. Je vais considérer tous les cycles de vie de la machine, donc dès la conception, l'utilisation, l'entretien de la machine. Mais je vais aussi prendre en compte que si ma machine est fiable, bien, je vais probablement avoir un moins grand risque psychosocial chez les gens, un moins grand risque de blessures et d'autres maladies qui pourraient survenir. Si ma machine est facile à travailler, si elle est fiable, elle est toujours en bon état, puis que j'ai une possibilité, même à la limite, de jouer avec la cadence qui me permet de donner le même résultat à la fin de la journée, mais avec une flexibilité durant la journée, bien, à ce moment-là, je viens de donner un facteur plus intéressant pour le travailleur qui est avec la machine. Donc, puis vous allez voir le résultat n'est pas seulement au niveau de la santé-sécurité. On l'a vu tantôt, un des effets secondaires positifs des robots qui sont installés chez BMagic, c'est l'augmentation de la productivité. Okay? Donc ça, si le fait que la santé-sécurité ne justifie pas à 100% les investissements, quand il faut pousser, tirer sur la direction s'il le faut, bien, il y a souvent, sinon pas mal tout le temps, un lien direct à faire avec la réduction des erreurs, l'augmentation de la qualité. Okay, ma machine est fiable, elle va bien, les gens sont contents de travailler avec, ils ont du fun à travailler avec, et l'optimisation du rendement, c'est-à-dire le output est plus grand quand je travaille avec la machine. Cela dit, ça c'est un petit aparté. Vous avez sur votre table ce questionnaire-là, et ce questionnaire-là, si vous voulez le remplir et le laisser sur la table, nous, on va les ramasser à la fin. On veut augmenter, disons, l'offre de services en lien avec les besoins du marché là, ou du marché des établissements. Vous vous rappelez qu'on est un organisme à but non lucratif, ce n'est pas dans le but de devenir milliardaire, mais c'est vraiment dans le but de servir mieux les organisations. Si vous avez des besoins particuliers en ergonomie / conception de machines, faites-en état là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom, votre numéro de téléphone, on va vous contacter. On veut bâtir une offre de service plus spécifique à ça dans les prochains mois, prochaines années. Question? Maïline? Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, il vous reste encore des jeux. C'est jusqu'à 2 heures. Vous m'entendez bien? Oui. On a parlé au cours de la journée des analyses de risques, sécurité des machines, on a parlé des risques psychosociaux, puis de la collaboration entre les équipes, on a parlé du stress, comme ça fait partie des risques. Puis, est-ce que ça pourrait que c'est stressant d'avoir 1000 situations à gérer, puis ne pas savoir par où commencer? C'est des choses qui arrivent dans notre vie de tous les jours. Alors, on vous propose un autre exercice, puis on va vous aider maintenant, ou on va susciter la discussion sur la priorisation. Si vous avez un paquet de choses à faire, puis que vous ne savez pas par où commencer, on va travailler maintenant en collaboration, en équipe, sur par où je commence. Qu'est-ce que je vais faire en première? Alors, vous devez planifier, c'est le but de...
de cet exercice. Vous avez dans les cartons qu'on vous a distribués, okay? Vous avez d'autres 6 cartons plus longs. Puis, c'est des situations reliées à la sécurité des machines que vous devez planifier puis établir l'ordre d'exécution. Donc, on va vous donner quelques minutes pour discuter ensemble, puis après ça, on va revenir sur quelle serait la première des situations que vous allez adresser, puis ensuite, comme ça. On vous laisse travailler un peu. Maintenant, on va vous donner des indices. Vous avez vu, ce n'est pas facile de prioriser. Et vraiment, ça dépend beaucoup, il y a beaucoup de subjectivité là-bas. Alors, on va vous distribuer des indices qui vont vous aider à une meilleure prise de décision. OK? Donc, puis, je vais le lire. Pour chacune des situations présentées, on va vous donner d'autres informations. OK? Donc, pour les 3 machines identiques qu'on doit acheter, le devis n'est pas encore envoyé. Et pour les 8 nouveaux employés qui rentrent dès lundi prochain, la machine a été modifiée il y a 5 ans. Quand l'accident a eu lieu, la machine avait été modifiée. Ensuite de ça, la corporation, mon corpo me donne une liste de priorités basée sur des rapports d'accident. Puis, nos machines sont plus récentes que la moyenne. C'est un indice pour cette situation-là. L'inspecteur qui est arrivé puis qui est passé, qui a donné un avis de dérogation, il suggère d'appeler votre association sectorielle, paritaire. Puis, pour les cas d'accident qui est survenu la semaine dernière, on a comme indice que cette machine-là ne sera pas utilisée avant l'hiver prochain. Maintenant, avec ces informations, on aimerait ça que vous refaisiez l'exercice. Donc, remettez en ordre vos priorités d'action. Ce qu'on va vous montrer, retenez, vous avez dit former les nouveaux travailleurs. Là. La question originale était comment je vais prioriser les machines à analyser. Je dois faire des analyses de risque sur des machines et comment je vais prioriser ça. Vous, ce n'est pas ce que vous avez répondu. Par contre, retenez votre souffle parce qu'on y revient. Okay? On va parler des machines, on va revenir à ce que vous avez dit. C'est là. Donc, on vous présente notre solution à l'écran. Donc, puis, qu'est-ce que nous, on a suggéré de faire dans un premier temps, c'est de s'occuper de la machine sur laquelle on a reçu un avis de dérogation de l'inspecteur. Puis, on appelle notre ASP. Okay? Mais ensuite, aussi, les cas d'accident qui est survenu la semaine passée. Okay? C'est une machine à laquelle il faut donner une priorité dans notre analyse des risques. Donc, il faut faire ça aussi, il faut s'occuper assez rapidement. Pour les 3 machines identiques qu'on a achetées déjà, le devis n'est pas encore envoyé, donc ça peut attendre un petit peu. On va s'occuper, on va faire l'analyse des risques. Puis pour la suite, les autres situations qui sont encore là, ma corporation me donne la liste de priorités, mais ce n'est pas nécessairement la liste de priorités à moi. Je ne suis pas nécessairement en lien avec la corporation, vu que mes machines sont plus récentes. Donc, on peut entamer une discussion avec la corporation sur la différence des priorités. Puis, pour la suite, l'inspecteur peut passer, on va s'occuper aussi de la machine sur laquelle l'inspecteur a passé un commentaire verbal. Et pour les 8 nouveaux employés qu'on doit former, l'information qu'on vous aviez donnée, c'est que ça fait 5 ans, quand Norman avait perdu un doigt, la machine avait été modifiée, la machine avait été sécurisée, peut-être que ce n'était pas évident, mais la machine avait été sécurisée. Et il y a 8 nouveaux employés qui arrivent. Il faut les former, qui vont travailler avec cette machine-là. C'est certain qu'il faut les former, mais la machine est sécuritaire quand même. Donc, si on pousse un peu plus loin notre ordre de priorité, vous allez voir que, oui, il y a des analyses de risques à faire, mais il y a quand même d'autres choses qu'on peut faire à côté, en parallèle avec les analyses de risques. Il y a des analyses de risques qu'on peut pousser un peu plus loin et il y a certaines tâches qu'on peut donner. On parlait de la collaboration, okay? On parlait des générateurs de risques, les achats, etc., etc. Donc, on va
On va diviser un peu la tâche, puis vous allez voir qu'on propose des actions qu'on pourrait faire tout de suite, qui ne prennent pas beaucoup de temps, puis on va s'occuper quand même, on va régler la plupart des situations. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Si vous regardez à l'écran, par exemple, pour les 3 machines qu'on doit acheter, okay, notre devis n'était pas encore envoyé, alors on peut envoyer un courriel aux achats. Okay? Puis on va demander aux achats, demander aux fabricants, okay, de nous envoyer son analyse sécuritaire de la machine. Donc on peut déléguer ça au département des achats. Ensuite de ça, pour les 8 employés, on revient sur les 8 employés qu'il faut former. Okay? On a eu un accident sur cette machine, il y a 8 nouveaux employés qui rentrent, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait introduire dans la formation d'intégration de nouveaux employés? Est-ce qu'on pourrait parler de cette machine? Est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce qui est arrivé, ça fait 5 ans? Okay? Puis on pourrait bien sûr les former sur le travail avec cette machine, dire qu'est-ce qui est arrivé, ça fait 5 ans, comment on l'a rendu sécuritaire, puis les habilités à travailler avec la machine. Oui, c'est quelque chose qu'on peut faire, puis on va régler dans la formation à l'accueil. Okay? Ensuite de ça, pour la corporation, on peut se mettre d'accord, okay? On peut parler, on peut discuter avec la corporation sur la différence de priorités, les objectifs. Ce que tu me proposes, ce n'est pas ma réalité, mes machines sont plus modernes. Okay? On va s'occuper parce qu'on a un avis de dérogation, parce qu'on a un cas d'accident qui est survenu la semaine passée, puis on veut traiter ça en priorité. Alors, on va discuter avec les autres sur la différence, puis la différence de priorité dans nos actions. Puis, pour les 3 dernières actions que vous voyez, ce qu'on propose de faire, l'analyse des risques assez rapidement, okay? L'avis de dérogation, on va le planifier, on va appeler notre association sectorielle paritaire, puis on va le planifier, on va l'exécuter avec un consultant, nous-mêmes, mais on va s'occuper de ça en première. Pour la machine qui vient d'occasionner un quasi-accident, très prioritaire pour nous, oui, on va cadenasser, on va s'assurer qu'on ne va pas avoir d'autres accidents. On va cadenasser, on va planifier aussi puis exécuter l'analyse des risques. Et pour l'inspecteur qui a passé, qui a donné juste un commentaire verbal sur notre machine, on pourrait le faire en même temps que la première machine dont on va s'occuper qui a occasionné un accident. Alors voilà, comme je vous disais, ce n'est que des solutions, des suggestions qu'on vous donne. Puis vous voyez, c'est pour les trois premières situations, en moins d'une heure, on a réglé déjà quelques situations. Okay. On avait parlé de la machine, je ne la vois pas, la machine qu'on ne va pas utiliser tout de suite, avant-dernière, ok. On l'avait dans l'avant-dernière, on va pas l'utiliser tout de suite, okay? On va l'utiliser l'hiver qui s'en vient, donc pas tout de suite. On va s'occuper d'abord les autres machines pour lesquelles on doit faire une analyse de risque, okay? Parce que l'hiver, l'hiver s'en vient. On est comme un Game of Thrones, le trône de fer, ça s'en vient, mais pas tout de suite. Alors, vous voyez, quand on a des informations, quand on travaille en collaboration, il y a des situations qu'on peut régler assez rapidement, que des fois, ça nous stresse, ça nous met un peu de la pression, mais qu'on peut vraiment, en collaboration, en discutant, en travaillant en équipe, on peut régler pas mal vite. Alors, c'était l'objectif de notre exercice, de vous donner notre point de vue pour puis ajouter ça aussi à l'analyse sécurité puis la sécurité des machines. Merci. Donc, il nous reste deux choses à faire. La première, c'est de revoir les objectifs. Et la dernière, c'est parce qu'on vous a posé une question, une énigme au début. Donc, Patricia va revenir sur l'énigme. Donc, au niveau des objectifs, ce qui était annoncé, on a divisé ça en deux volets. Le volet humain, les personnes, tout ça en lien avec l'analyse de sécurité des machines. Mais oui, il y a des gens qui sont impliqués là-dedans.
On a parlé aussi de la machine, mais dans son contexte, au-delà de la zone dangereuse, c'est quoi les risques qu'on ne voit pas nécessairement? Une lame qui tourne, on la voit. Les autres, on peut les entendre, on peut les respirer, on peut les ressentir. Mais ça, c'est des facteurs de risque qui, dès la conception, devraient être pris en charge. Quand je prends ça en charge dès la conception, j'ai des employés plus heureux qui sont là plus longtemps. J'ai fort probablement une meilleure performance de la machine et une meilleure qualité du produit qui en ressort. Patricia. Donc, vous vous souvenez de notre énigme? Est-ce que ça prend un ingénieur pour faire une analyse de risque? On n'a pas de caout là-dessus, là. C'est un oui ou non. Signer l'analyse de risque? Donc, il n'y a pas besoin de la faire, mais il doit signer l'analyse de risque. Par machine, hein? Par machine, on parle machine. Donc, il signe. Mais il n'est pas obligé de la faire. Il signe avec son sang. Est-ce que j'ai une meilleure réponse ou une réponse différente? Néo. Néo. Donc, on a un néo. Est-ce que ça prend un ingénieur? On a non. Puis on a oui, signe. Non, ça n'en prend pas. Oui? Moi, je dis oui, il doit signer l'analyse. Il doit signer. Est-ce qu'il doit la faire? Il ne doit pas la faire, mais il doit la signer. Il n'est pas obligé de la faire, mais il peut la signer. Il est obligé de la signer. Y a-t-il des ingénieurs dans la salle? OK. Donc, là, il n'y a pas besoin de la faire, mais il faut qu'elle signe, puis on a un non pantoute, puis il devrait la faire puis la signer. Tant qu'elle a signé, il faut qu'il la fasse. Où on pourrait trouver la réponse de ça? Parce que je ne sais pas vous, mais c'est une réponse qu'on a de façon récurrente. Vous aurez remarqué dans le règlement sur la santé et sécurité que le titre d'ingénieur commence à apparaître pour certaines tâches. Donc là, pour ces tâches-là, c'est facile, il est marqué. Vous faites une protection des chutes. Pour certaines solutions, vous devez avoir des plans signés d'ingénieurs. C'est facile pour celle-là. Machine. Y a-t-il de quoi qui parle d'un ingénieur, machine? Bien, si on fouille dans le cadenassage, dans certains cas, il y a peut-être Z432. Si vous allez sur le site de l'Ordre des ingénieurs, il y a un document qui est un guide pour les compétences de l'ingénieur en sécurité des machines. Donc, ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non, c'est oui quand il doit concevoir des dispositifs de sécurité. C'est nettement dans le champ de pratique de l'ingénieur. Donc, oui, il doit avoir un ingénieur qui fait l'analyse de risque parce qu'il va baser ses solutions sur ça. Est-ce qu'il doit seulement y avoir un ingénieur? Celle-là devrait être plus facile. Non. Même l'ingénieur ne fera pas une analyse de risque tout seul. Est-ce qu'un ingénieur est requis pour signer toutes les analyses de risque? Non plus. Donc, il y a vraiment un champ de pratique pour quand j'implique la sécurité en termes de dispositifs. Puis, c'est requis quand c'est spécifié clairement. Mais de plus en plus, on le voit, la mention ingénieur, pour des risques particuliers vraiment ciblés dans le règlement. Il y a une modification qui s'en vient à la section sur les machines. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans la Gazette officielle où on parle de l'ingénieur au niveau du processus machine. Il va y avoir des changements aux requis réglementaires aussi. Donc, ça va venir nous éclairer un peu. Mais il va rester une ligne de flou entre mon oui et mon non. Fait que ce n'est pas un non systématique, ce n'est pas un oui systématique, mais il y a des oui des fois. Là, on s'amuse avec le titre d'ingénieur parce qu'on le voit apparaître. Mais vous avez eu on a eu des présentations sur l'ergonomie. Ça prend-tu un ergonome pour une analyse de risque? Présentement, l'ergonomie, c'est moins, je dirais, encadré, en guillemets. Il n'y a pas un champ de pratique exclusif réservé. Mais est-ce que ça prend un ergonome pour faire des analyses de risque? Non. Est-ce que ça vous en prendrait un, même si ça n'en prend pas pour faire des analyses de risque? Bien oui, assurément, dans certains cas spécifiques où l'ergonomie, c'est un risque qui a été identifié, bien oui. Et d'autres, puis là, on fait l'exercice avec un ergonome, mais ça pourrait être un hygiéniste pour parler bruit, pour parler contaminants, etc.
Donc, savoir les bonnes personnes au bon moment dans le processus. Des choses à rajouter? Non. Non? Alors, sur ce, on va avoir le temps de prendre une pause. Je crée bien, Anne? Je ne sais pas si vous aviez des questions sur les exercices. On voulait éviter de vous faire une présentation très, très théorique, mais j'espère que vous avez quand même retiré des choses là, au niveau de votre organisation puis de vos collaborations, comment vous allez mettre en place vos futures analyses de risque.